des centaines d'anciens soldats américains vont en Ukraine pour combattre contre la Russie. Cependant, cette guerre brutale ne ressemble pas à tous les conflits auxquels l'armée américaine a été confrontée auparavant. Combattre ici signifie s'inquiéter de choses auxquelles on ne pensait pas en Irak ou en Afghanistan. Il faut faire attention aux drones, aux avions, aux hélicoptères. Il y a des chars ennemis et des véhicules blindés d'infanterie qui tirent sur vous dans presque chaque bataille. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à quitter leur maison et à parcourir des milliers de kilomètres pour la guerre en Ukraine? John, un commandant de la Légion internationale d'Ukraine, partage ses pensées. Nous avons des gens de tous les continents, de tous les coins du monde. Et cela montre vraiment combien de gens soutiennent l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. La Russie dépense des milliards de dollars pour discréditer à la fois les soldats ukrainiens et les volontaires américains. Ils qualifient à tort ces derniers de mercenaires et accusent leurs frères d'armes ukrainiens de détourner l'aide occidentale. Mais les personnes qui ont réellement été sur le champ de bataille, et non celles qui se sont contentées de le regarder à la télévision, sont-elles d'accord avec ce récit? J'ai passé presque 2 ans ici, et je n'ai jamais vu un char américain Abrams disparaître à cause de la corruption. Je n'ai jamais vu une pièce d'artillerie disparaître à cause de la corruption. Parce qu'il est tout simplement impossible de mettre l'une de ces machines dans sa poche et de s'enfuir pour la vendre au marché noir. La plupart de ces combattants sont des vétérans de l'armée américaine qui ont participé aux combats en Irak et en Afghanistan. Ils ont servi dans l'armée la plus puissante du monde et utilisent désormais cette expérience en Ukraine. Et voici selon eux ce qui distingue cette guerre. Je crois qu'on mentionne cela dans chaque interview. Il n'y avait pas de drones en Afghanistan. Enfin, pour être précis, nous avions des drones, des Predators. Mais l'ennemi, lui, n'en avait pas. Et bien sûr, il n'y avait pas de drones FPV bourdonnant au-dessus de nos têtes, comme un essaim de guêpes, transformant le champ de bataille en véritable cauchemar. Une autre différence, c'est l'intensité de la guerre, car la ligne de front est en mouvement constant. Et les Russes lancent des assauts en utilisant tous les types d'armes conventionnelles en grande quantité. Même malgré le soutien important des partenaires occidentaux, la Russie garde encore l'avantage sur l'Ukraine dans tous les types d'armements. Voici ce qu'en pense un ancien sniper américain qui a combattu dans la Légion internationale d'Ukraine. Ce n'est pas un combat contre des insurgés comme en Irak ou en Afghanistan. C'est un combat contre une véritable armée en uniforme qui dispose de forces aériennes, d'une marine, de soutien d'artillerie, de chars, de véhicules blindés, de choses comme ça. Likez cette vidéo si vous respectez les Ukrainiens pour leur volonté de faire, dans des conditions difficiles. Les unités composées de volontaires américains ont joué un rôle décisif dans le renforcement des capacités de combat de l'Ukraine. Ils travaillent sur la ligne de front, côte à côte, avec les bataillons et brigades locaux. Dès le début de l'invasion à grande échelle, ils ont fait partie de certaines des missions les plus difficiles. Prenons la première opération de combat du Marine John près de Kherson. Son groupe a dû traverser une rivière pour forcer un petit village. Pour un marine, cela pourrait sembler une routine. Mais pour John, c'était un tout nouveau défi. Notre mission était de prendre un petit village près de la rivière. Bien sûr, je suis un marine, mais mon expérience était à la guerre dans le désert. Je ne m'entraînais jamais à surmonter des obstacles aquatiques comme celui-là. La traversée de la rivière n'était que le début. L'artillerie russe les a accueillis avec une brutalité féroce. L'artillerie russe nous a frappés de manière intense. Les Russes avaient beaucoup plus de munitions. Leur artillerie nous a frappés pendant 12 heures. C'était ma première expérience sous un feu d'artillerie. Quand le bombardement s'est arrêté, le groupe de John a traversé la rivière pour se retrouver face à un autre défi. Notre bateau s'est renversé pendant la traversée. Nous avons dû nager près d'1 mille dans une eau glaciale, avec tout notre équipement. Ensuite, nous avons encore marché 1 mille avant d'être récupérés. Imaginez simplement ce que c'est que de se retrouver dans une eau glaciale avec un équipement lourd. L'endurance du groupe de John mérite le plus grand respect. Malgré toutes ces difficultés, les soldats ont poursuivi leur mission et l'ont menée à bien avec succès. Même sous le feu d'artillerie, nous avons réussi à effrayer les Russes et à les repousser. Les forces qui nous opposaient ont décidé de se déplacer dans un bâtiment. Et plus tard, un tir de HIMARS a frappé cet endroit. Le groupe de John est sorti de cet affrontement sans aucune victime, montrant une véritable leçon de professionnalisme. Et les Russes, disons simplement que leur journée ne s'est pas bien terminée. Les HIMARS ont frappé un bâtiment où se trouvaient environ une centaine de Russes. Nous laisserons le reste à votre imagination. Le résultat de cette opération? Un Kherson libéré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'histoires héroïques de la guerre russo-ukrainienne. L'armée américaine dispose d'avions, de missiles et du soutien nécessaire pour dominer le ciel et protéger son infanterie contre les frappes inattendues. Cependant, dans cette guerre, la Russie détient encore la supériorité aérienne sur l'Ukraine.
Cela conduit à des bombardements directs dans les secteurs où se trouvent les soldats ukrainiens. Voici comment un soldat américain se souvient de sa rencontre avec l'aviation russe. Les combats à Bakhmut étaient vraiment intéressants. Être attaqué par des chars, des hélicoptères d'attaque et des avions de chasse, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Ce qui m'a vraiment affecté, c'est à quel point cette guerre est différente de ce que j'ai vécu auparavant en Irak et en Afghanistan. Au-delà des avions, les Russes disposent de drones de combat. Quelque chose que les États-Unis n'avaient jamais affronté dans les conflits précédents. Les drones représentent le plus grand changement dans cette guerre. J'ai vu comment ils ont évolué. Les DJI Mavic flottaient dans le ciel et servaient à corriger les tirs d'artillerie. Aujourd'hui, il y a des drones FPV, des bombardiers, même des drones lance-flammes. C'est quelque chose de terrifiant. En 3 ans de guerre à grande échelle, les drones des deux camps ont évolué au point de pouvoir presque remplacer les soldats. Mitrailleurs, sapeurs, n'importe qui. Il y a 10 ans, il était difficile d'imaginer des drones présents sur le champ de bataille en si grand nombre. Aujourd'hui, c'est la nouvelle réalité. Les drones terrestres ont rejoint le combat, présentant un nouveau défi. Des drones équipés de mitrailleuses, des drones kamikazes transportant des mines TM-62. Ils peuvent faire rouler ces mines directement dans un bunker. Après leur arrivée en Ukraine, les soldats américains se sont retrouvés dans les combats les plus dangereux, où leur vie tenait souvent à un fil. Ce soldat se souvient qu'en Afghanistan, il se sentait relativement en sécurité et à l'aise. En Ukraine, ses sentiments ont disparu dès les premiers jours passés sur le front. Je savais que nous avions l'avantage. Je savais que si j'étais blessé, je pouvais compter sur une évacuation en Black Hawk 60. Même si vous étiez loin et qu'il arrivait quelque chose de grave, il vous amènerait en sécurité et vous fournirait des soins médicaux de premier ordre. En Ukraine, si quelque chose de semblable se passe, il n'y a aucune garantie. Lors de leur stationnement à Bakhmut, le groupe de John a rencontré pour la première fois des mercenaires de Wagner. Nous étions sur la deuxième ligne. 1 heure plus tard, la première ligne s'est effondrée. Peut-être qu'ils ont été tués ou ils se sont repliés. Nous avons reçu l'ordre que nous étions maintenant en première ligne. Puis, nos opérateurs de drones ont confirmé que les mercenaires de Wagner se rapprochaient. Les Américains ont pris rapidement des positions stratégiques et se sont préparés à faire le premier mouvement. Ils sont entrés dans un bâtiment dans notre secteur. J'étais à la mitrailleuse et tout le monde a également pointé son arme vers ce bâtiment, surveillant ce qui se passait. L'un des Wagner a sorti sa tête et l'un de mes gars a ouvert le feu. Le groupe Wagner s'est avéré être un adversaire redoutable. Il disposait d'un équipement solide, d'une expérience en combat et d'une forte motivation pour se battre. Le PMC russe s'est révélé plus redoutable que les armées régulières contre lesquelles les Américains s'étaient battus auparavant. Même, tu sais, des marines avant moi, des marines plus âgés, sont allés et ont nettoyé des zones comme Fallujah par exemple. Ils ont nettoyé chaque pièce et chaque bâtiment de cette très grande ville. C'était avant que j'arrive. Et c'était quelque chose de similaire à Bakhmut. Mais l'ennemi n'avait pas de chars, d'artillerie ou d'avions. Tu sais, ils avaient des IED, des AK et des trucs comme ça. Et ce n'était pas comme une armée uniforme. Si vous voulez en savoir plus sur les tactiques brutales du groupe Wagner et comment ils ont perdu 20 000 soldats à Bakhmut, cliquez sur le lien en haut à droite. Nous avons une vidéo sur leur combat contre les Ukrainiens et les soldats américains. Un autre défi pour les volontaires américains était que les ressources ukrainiennes étaient toujours limitées, tandis que l'ennemi exerçait une pression constante. Ils devaient se battre avec un équipement dépassé, car le matériel moderne était soit insuffisant, soit totalement absent. C'était très intéressant de venir ici et de constater que presque personne ne dispose de capacité de vision nocturne. Par exemple, le Marine John. Il a utilisé pour la première fois une mitrailleuse PKM de l'époque soviétique. Après un entraînement, il l'a utilisée avec succès au combat. Voici ce qu'il a dit. Le PKM a une excellente cadence de tir. Il est vraiment précis. J'ai touché une fenêtre à 750 mètres. Mon seul reproche, la bande de munitions ne tombe pas pendant le tir. Comme nous l'avons déjà dit, le plus terrifiant dans cette guerre, ce sont les combats intenses. L'ennemi domine par le nombre et l'armement. Malheureusement, cela a conduit à ce que certains volontaires américains expérimentés soient encerclés et faits prisonniers. Nous avons réussi à fuir l'ennemi en essayant de rentrer à pied pendant environ 8 heures. Nous traversions le bois épais. Il fallait faire attention aux drones, aux mines et aux pièges. Et puis, nous avons été capturés. Il a 12 ans d'expérience de combat dans l'armée américaine. Il a combattu en Irak. Ensuite, il est venu aider les Ukrainiens. En captivité, Alexander Druicke a perdu 14 kilos en 3 mois. Malheureusement, nous ne pouvons pas parler des tortures russes à cause de la censure sur YouTube.
Mais le fait que cet homme ait survécu relève du véritable miracle. On nous faisait subir beaucoup de positions de stress, et honnêtement, certaines d'entre elles étaient pires que les coups de poing. Malheureusement, tous les volontaires américains n'ont pas la chance, comme Alexander, de rentrer chez eux. Certains donnent ce qu'ils ont de plus précieux dans le combat pour la liberté, leur propre vie. L'une de mes principales missions, c'est de retrouver les étrangers blessés ou tués et de m'assurer qu'ils soient évacués vers leur pays et soignés, ou que leurs dépouilles soient rendues à leurs parents ou à leur famille, avec honneur. Parce qu'à l'heure actuelle, quand un Américain était blessé ou tué, notre gouvernement n'intervient pratiquement rien. L'ancien béret vert David Bramlett travaille avec une fondation qui aide à coordonner tous ces efforts. Sa mission mérite le plus grand respect. Les Ukrainiens apprécient profondément le sacrifice de chaque soldat américain et font tout leur possible pour exprimer leur gratitude à leur famille. En voici un exemple. Ils ont recueilli et envoyé 60 000 $ à la mère d'un soldat américain tombé au combat en signe de soutien. Les Ukrainiens comprennent mieux le terrible prix de la liberté, car pour la Russie, les frontières des autres pays ne sont que des lignes arbitraires qu'elle se permet de franchir à sa guise. En regardant la carte, la Russie est très proche des États-Unis et les a provoqués à plusieurs fois. C'est pourquoi, pour les volontaires américains, participer au combat en Ukraine est un moyen d'acquérir une expérience inestimable de la guerre contre les Russes, afin de mieux protéger leur propre patrie à l'avenir. C'est à seulement quelques kilomètres, et la Russie est connue pour envoyer des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires dans notre espace aérien, ce qu'elle fait régulièrement. Un vétéran de l'armée américaine a parfaitement résumé sa motivation à rejoindre le combat en Ukraine. Si nous ne nous réveillons pas et ne soutenons pas les Ukrainiens dans leurs moments difficiles, nous serons de l'autre côté de l'histoire et nous finirons par avoir ce combat ici, mais pas avec nos votes et notre argent. Ce sera avec des chars, des bombes et des fusils ici. Imaginez un char russe T-90 traversant le Texas, tirant sur des maisons. Ces volontaires américains font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que ce cauchemar ne devienne jamais réalité. Ils visent à arrêter la Russie et à renforcer les soldats ukrainiens, tout en apprenant des leçons de combat inestimables en retour. Alors, qu'en pensez-vous? Si on n'arrête pas la Russie en Ukraine, combien de temps leur faudra-t-il avant de décider d'attaquer les États-Unis? 1 an? 3 ans? Peut-être 10? Partagez vos pensées dans les commentaires.